Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une décision qui appuie un combat long de 50 ans. La Cour internationale de justice a déclaré que l'Angleterre devait mettre un terme à son administration des îles Chagos, un archipel britannique de l'océan Indien revendiqué par l'île Maurice. Réduction de la production pétrolière au Nigeria. Elle est estimée actuellement à 1,7 million de barils par jour. Le pays veut réduire cette production de 40 000 barils par jour pour répondre aux recommandations de l'OPEP. Et puis la 26e édition du FESPACO bat son plein au Burkina Faso. Le festival se déroule jusqu'au 2 mars 2019. Près de 200 films vont être projetés. Créé en 1960, le festival fête cette année ses 50 ans. L'Angleterre doit rapidement mettre fin à son administration des îles Chagos. Dans un avis consultatif, la Cour internationale de justice estime que le pays a illicitement séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice après son indépendance en 1968. Diego Garcia, l'île principale de cet archipel des Chagos, dont la souveraineté est revendiquée par l'île Maurice, accueille une importante base militaire américaine. Le Royaume-Uni avait expulsé environ 2000 Chagossiens pour installer cette base. Écoutons la réaction de Rabin Boujoun, le rédacteur en chef de Young News à l'île Maurice. C'est un avis consultatif qui a une valeur morale quand même assez importante parce qu'elle vient confirmer la position que Maurice a toujours eue en diplomatie, c'est-à-dire que le territoire des Chagos a été excisé de manière illégale de Maurice avant que l'indépendance de Maurice soit accordée par l'Angleterre. Donc c'est une grande victoire morale. Maintenant, le Premier ministre de l'île Maurice vient de donner une conférence de presse il y a quelques instants, durant laquelle il a dit qu'il ne privilégiait pas nécessairement un recours plutôt qu'un autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas une séquence, c'est-à-dire il ne veut pas nécessairement discuter avec les Britanniques puis essayer d'obtenir une résolution des Nations Unies, mais il attend d'abord que les Britanniques prennent une position et disent ce qu'ils pensent de cette décision qui pour nous, qui pour l'île Maurice, qui pour le gouvernement mauricien est une décision sur laquelle les Britanniques devraient agir. En République démocratique du Congo, la sphère politique est en deuil. L'ancien Premier ministre congolais Antoine Gizanga Fundi et chef du parti lumumbiste unifié est décédé ce 24 février à Kinshasa à l'âge de 93 ans. La question de l'avenir du parti se pose désormais. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Antoine Gizanga, fondateur du parti lumumbiste unifié, s'est éteint ce dimanche 24 février 2019 à l'âge de 93 ans. Opposant au régime du maréchal Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, c'est lui que l'on appelle patriarche, a milité toute sa vie pour un État unitaire. Pour ses partisans, la passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo a été pour les patriarches l'aboutissement de l'un de ses nobles combats. Il aura été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique du pouvoir d'État en République démocratique du Congo pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizanga lui-même est l'un des pères de cette indépendance. Candidat recalé à la présidentielle du 30 décembre 2018, Antoine Gizanga a finalement renouvelé l'alliance entre son parti PALU et la famille politique de Joseph Kabila. Sa disparition est un coup dur pour le Front commun pour le Congo, une disparition qui laisse poser des questions sur l'avenir même de son parti. Souvent, les partis de masse sont difficiles à survivre après le départ de celui qui incarnait les partis. Nous souhaitons un courage. Il ne faut pas que les dissensions puissent prendre les dessus. Gizanga a vécu en exil de 1965 à 1992. Au scrutin de 2006, il est classé 3e au premier tour et fait alliance avec Joseph Kabila qui remporte la présidentielle face à Jean-Pierre Bemba. Réduction de la production pétrolière au Nigeria. Les autorités ont décidé de réduire leur production de 40 000 barils par jour, une décision qui répond aux recommandations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ange Bijouno-Magno nous en dit plus.
Le Nigeria compte réduire sa production pétrolière de 40 000 barils par jour. Cette décision du pays fait suite aux recommandations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui est de réguler la production sur le marché mondial. En décembre 2018, l'Organisation mondiale avait prévu en accord avec ses alliés de réduire la production pétrolière de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les cours du brut. Je ne pense pas que la décision de réduire sa production pétrolière du Nigeria soit automatiquement liée à l'injonction de l'OPEP. Parce que pour décider de réduire sa production, le Nigeria doit avoir vu où se trouvent les intérêts des nationaux et du secteur privé nigérian. Le Nigeria aurait dû mettre en exécution le plafonnement de son offre pétrolière depuis janvier, étant donné que l'accord a été conclu en décembre 2018. Mais au lieu de ça, le pays a lancé la production du champ offshore géant Egina, exploité par Total, ce qui devrait générer un plateau de production de 200 000 barils par jour. Je pense que sur le marché intérieur, je ne m'attends pas à un mouvement qui puisse secouer le Naira nigérian qui se porte ces derniers temps relativement bien après la dévaluation de 2016. La décision a été prise dans un climat électoral. Il faut attendre que les choses s'apaisent avant d'analyser plus sereinement l'impact et les effets d'une telle décision. La production actuelle du Nigeria est estimée à 1,7 million de barils par jour. Selon la Société publique du pétrole, elle a augmenté de 9% en 2018 par rapport à 2017. L'Ouganda a perdu 5 millions d'internautes en 3 mois, une perte due à l'instauration de la taxe sur les réseaux sociaux en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Les internautes doivent désormais payer pour accéder aux réseaux sociaux à l'instar de Facebook, Twitter et WhatsApp. Neilei Claude-Bessa. La Commission ougandaise de la communication a déclaré que le pays a perdu 5 millions d'internautes suite à l'introduction en juillet 2018 de la taxe sur les médias sociaux. Dans le détail, la mesure fiscale oblige les Ougandais à payer 200 shillings par jour pour accéder aux plateformes de discussion telles que Facebook, Twitter et WhatsApp. Les statistiques des revenus générés par la taxe sur les médias sociaux et la baisse du nombre d'internautes ne sont pas surprenantes. Au cours du trimestre de l'étude, de juillet à septembre 2018, le nombre de contribuables sur les médias sociaux et les chiffres des revenus sur les médias sociaux ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Les chiffres indiquent que les abonnés ont utilisé les services de médias sociaux au moins une fois durant le trimestre. À fin septembre 2018, 50,4% des abonnés à Internet bénéficiaient des services des médias sociaux. Comme le montrent ces statistiques, certaines personnes ont choisi de réduire totalement leur utilisation des médias sociaux. En témoigne la chute de 5 millions d'abonnés à Internet. D'autres, par contre, payent la taxe, tandis qu'une frange de la population continue à utiliser les médias sociaux en utilisant des applications de réseaux privés virtuels. Cette taxe va tuer les start-up ougandaises qui sont des entreprises de jeunes qui n'ont pas de ressources et qui profitent d'Internet pour faire valoir leur expertise à travers le monde. Elle est contre-productive, elle est contre l'innovation, elle est contre l'évolution des PME et des toutes petites entreprises. Depuis que la taxe a été instaurée, le sentiment qui prévaut parmi la plupart des Ougandais consiste à entraver la liberté d'expression des citoyens en introduisant des frais supplémentaires qu'ils doivent payer pour utiliser les médias sociaux ainsi que pour payer leur smartphone et accéder à Internet. Mise à l'honneur du 7e art au Burkina Faso, jusqu'au 2 mars 2019, le pays fait de Ouagadougou une capitale du cinéma africain. L'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision réunit durant ces dates des festivaliers venus de tous les continents. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le FESPACO 2019, c'est aussi une série d'événements en marge des projections. Comme à toutes les éditions, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, l'un des espaces les plus importants du festival et dédié aux professionnels du 7e art, ne désemplit pas. À la recherche d'instruments novateurs de financement et de voies d'accès aux marchés internationaux, les acteurs des pays du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se penchent ici sur la dimension industrielle et économique du cinéma africain. La contribution de nos États, quelque modeste qu'elle soit, est attendue pour ne pas donner l'impression d'une dépendance absolue de l'aide extérieure. Déjà, à l'idée de pouvoir renforcer la coproduction Afrique-Europe, les acteurs se sont dit comblés
Le nouveau partenariat entre ces pays et l'Union européenne, financé à hauteur de 40 millions d'euros, contribuera sans doute à la production d'œuvres de qualité, mais aussi à la création de nombreux emplois, notamment dans le contexte du numérique. Premièrement, parce que c'est un événement d'excellence, et deuxièmement, parce que nous croyons que c'est un créneau du développement très concret. Nul doute que la culture fait partie intégrante des secteurs qui génèrent des ressources, d'où l'impératif d'asseoir des politiques publiques qui organisent au mieux le secteur, foi du ministre burkinabé de la Culture, Abdoul Karim Sango, qui a présidé l'ouverture du panel. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.